m'a donné mon test. Oui, je pense que la vie, c'est quelque chose. Oui, je vais l'entendre. Boker Tov à tous ceux qui sont sur le Zoom et ceux qui sont en personne. Alors, c'est la continuité du Yeshiva Cation, le programme de Yeshiva au moment des vacances. Aujourd'hui, c'est dédié à la mémoire de Émile Benisti qui est décédé exactement, ça fait 1 an. Aujourd'hui, c'est Sanachala, Yamin Ben Rivka, chez Niftar, Kehayom Hazeh, que ce soit pour l'élévation de sa neshama. On voudrait remercier le Dayan, le rabbin David Banan, qui nous a donné un cours exceptionnel samedi soir. On a eu beaucoup des échos, que les gens ils ont beaucoup aimé. Et aujourd'hui, c'est la suite. C'est un sujet tellement actuel. Comment il faut faire attention chez soi-même à la maison le jour de Shabbat. Alors, on remercie le rabbin Banan pour être parmi nous aujourd'hui. Et on lui souhaite une grande hatzlacha dans tous ces beaux shiurim, que d'après les échos qu'on a entendus, beaucoup des gens, ça leur a donné plus, d'être beaucoup plus clair dans ces lois de Shabbat. Bechavod, Harav Banan Shalita. Ça marche. Alors, shalom bracha à tous les participants, ceux qui sont panim el panim, ceux qui sont présents et celles qui sont présentes, et ceux qui sont également de la maison et qui participent à ce shiur. On avait un Motsai Shabbat, on avait commencé, on avait parlé du din de Bishul Beshabbat, c'est-à-dire tout ce qui concerne de quelle manière est-ce qu'il sera permis de réchauffer pendant Shabbat ou de poser sur la plata le four, également qu'est-ce qu'on a le droit de remettre, qu'est-ce qu'on a le droit d'enlever, de reprendre, etc. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait juste clarifier. Je voudrais juste mentionner que Motsai Shabbat, on avait fait le shiur également pour la refoua de tous les cholés Amo Israël. Au Betocham, il y avait l'enfant, notre petit-neveu, Lev, Arié, Raphaël. Et aujourd'hui, on fait le shiur les Ilou Nishmato, puisqu'il est Niftar et la Levaya était hier. Donc, on fait ce shiur les Ilou Nishmato également. La question qu'on avait soulevée, et je sais qu'il y avait des questions là-dessus, apparemment, ce n'était pas très clair, c'est le din d'abord de Hazara, ça veut dire qu'est-ce qu'on a le droit d'enlever d'une plata Shabbat, quelque chose qui est déjà posé avant Shabbat. Dans quel cas est-ce qu'on a le droit de l'enlever et de la remettre? Et également, dans quel cas est-ce qu'on aura le droit de sortir quelque chose qui est au frigidaire depuis Erev Shabbat et qu'on aura le droit de poser sur une plata ou sur un gouf himoum, et je vais m'expliquer. Il y a un klal, il y a une règle générale dans les halachot Shabbat qui est ce qu'on appelle melechet mahashevet asra Torah. Lorsque on nous interdit les 39 travaux qui sont mentionnés dans la Torah,
et que ces melachot-là, ce sont des melachot qu'on a déduits, des travaux qu'on a déduits du Mishkan, de Melechet HaMishkan, ou qu'on faisait pendant le Mishkan ou pour la construction du Mishkan. Quelle relation avec Shabbat? C'est écrit dans le Pasuk, dans Parashat Vayakel, que là-bas on nous parle de Melechet HaMishkan, et ensuite on nous dit Shesh et Yamim te'ase melacha ubayom hashevei tishbot. C'est-à-dire qu'on pourra faire tous les travaux les 6 jours, et le 7e jour, Tishbot. On n'aura pas le droit de faire ces travaux. Pourquoi est-ce qu'on nous rappelle encore, dans Melechet HaMishkan, pourquoi est-ce qu'on nous rappelle encore le din de Shabbat? Le din de Shabbat, on en a déjà parlé. On en a parlé dans Aseret HaDiberot, dans les 10 commandements. On en a parlé dans Parashat Kitissa. Dans plusieurs parashiot, on reprend l'interdiction de faire des melachot de Shabbat, d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi est-ce que précisément, dans Melechet HaMishkan, on nous mentionne encore l'interdiction de faire des melachot Shabbat? La réponse est simple. On a un klal, on a une règle. Que assez dohe lo ta'ase. Mitzvat assez doha lo ta'ase. Et je vais m'expliquer. Le meilleur exemple, c'est la Brit Mila. Une Brit Mila, c'est une melacha complète. Une melacha dans tous les sens de melacha. Il y a Habala, on blesse, on fait sortir du sang, on coupe, on soigne, etc. Et pourtant, on fait une Brit Mila Shabbat. On l'a fait même à Kippour, on l'a fait à Yom Tov. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Bayom Hashemini Yemol Besar Orlato. La Torah nous dit clairement que le 8e jour, on doit faire la Brit Mila. Puisque c'est une mitzvah ta'aseh, et qu'à cause de cette mitzvah ta'aseh, il y a des mitzvot lo ta'aseh qui sont reliés, automatiquement, la mitzvah ta'aseh, elle repousse, elle met de côté les lo ta'aseh, et c'est la raison pour laquelle c'est permis de faire une Brit Mila Shabbat. De la même manière, c'est permis de faire des sacrifices pendant Shabbat, des korbanot. On fait la shechita, il y a le feu, on pose sur le misbeach, on fait griller, on fait brûler, etc. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah ta'aseh. Les korbanot, c'est une mitzvah ta'aseh. Regardez la Avoda de Yom Kippourim, regardez Masechet Yoma, et vous verrez tout ce qu'on explique, dans le Moussaf, tout ce qu'on explique le jour de Kippour, le Seder Avoda, toute la Avoda de Yom Kippourim, et toutes les melachot qu'on faisait le jour de Kippour qui étaient reliées avec les korbanot, et toute la Avoda de Yom Kippour. Ça veut dire donc qu'on a ce klal de assez lo ta'aseh. Par contre, si dans Melechet HaMishkan, la Torah n'avait pas précisé Sheshet Yamim Te'aseh Melacha Vayom HaShevi Tishbot, alors ça rentrerait également dans cette catégorie, dans ce klal, que ce sera permis de faire tous les travaux pour construire le Mishkan. Pourquoi? Construire le Mishkan, c'est une mitzvah ta'aseh. Ya'asu le Mikdash, Shachanti Betocham. C'est un passouk dans Parashat Trouma. Donc, le fait que la Torah nous impose de construire le Mishkan et que ça devient une mitzvah ta'aseh de construire le Mishkan, les chaora, logiquement, ça aurait pu repousser tous les lots ta'aseh. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un hidouche. C'est la raison pour laquelle on a besoin du passouk qui vient et qui nous dit attention, faites bien attention. Ce klal de assez, lot ta'aseh, ne s'applique pas ici. Donc, toutes les melachot qui sont reliées avec la construction du Mishkan ne pourront pas être faites pour construire le Mishkan. Donc, c'est de là qu'on a déduit également toutes les melachot. Mais ce qui est intéressant, c'est que melechet mahashevet asra Torah. Ça veut dire que quand on fait une melacha, il faut avoir l'intention de faire cette melacha et de profiter directement de la melacha. Ça doit être intentionnel. On va parler d'une notion intéressante dans la Chot Shabbat, ce qu'on appelle de psikreshe velanihale. On va voir, on arrivera à ça. Que veut dire psikreshe velanihale? Ça veut dire qu'on fait un acte, on fait quelque chose, mais je n'ai pas besoin. Ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. On verra dans la Gemara exactement dans quel cas est-ce qu'on a dit psikreshe velanihale, et après on verra dans la halacha.
Alors, tout ça pour revenir à la question qui a été posée la semaine dernière, ou qu'on a mentionné Motsai Shabbat, où il y a une divergence d'opinion et il y a même deux manières différentes de comprendre Maran, c'est-à-dire de comprendre le Shulchan Aruch. Selon certains poskim, selon certains décisionnaires, ils comprennent d'une certaine manière le Shulchan Aruch et d'autres le comprennent différemment. Et ça, c'est précisément dans le cas. Est-ce que, d'abord, c'est sûr, tout le monde est d'accord que Yesh bishul ahar bishul bedavar lah, ve'en bishul ahar bishul bedavar gush. Ça veut dire qu'une fois que quelque chose a été cuit avant Shabbat, un mets, mais qui est un mets solide, une fois qu'il a été cuit avant Shabbat, et qu'il est cuit au niveau de ce qu'on appelle ou hatsi bishulo, la moitié du bishul, ou alors ma'achal ben drusa'et, c'est-à-dire que c'est juste mangeable, juste consommable. C'est sûr que si on va le laisser sur le feu, sur une plaque pendant Shabbat, là, ça va mijoter encore mieux. C'est-à-dire ça va être meshabéah. Ça veut dire cette nourriture va devenir meilleure. Mais ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que juste avant Shabbat, cette nourriture, elle était consommable. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bedavar gush, dans quelque chose de solide, une nourriture solide, en bishul ahar bishul. Une fois que le bishul a été fait, une fois que c'est consommable, et un des mefarshim m'a expliqué, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de consommable? C'est quelque chose qu'on peut poser devant un invité et qu'on n'a pas besoin de s'excuser. C'est ça ce que c'est consommable. Je ne sais pas si ça marche pour les Marocains, mais la notion, c'est quelque chose qui est consommable. Parce que tu amènes quelqu'un, tu invites quelqu'un, tu lui poses quelque chose de mangeable. Maintenant, tu lui poses quelque chose qui n'est pas bien mijoté, qui n'est pas bien cuit. Et tu es obligé, tu dois t'excuser. Je m'excuse, ça a mal cuit, ça n'a pas assez cuit, mais c'est quand même mangeable. Donc, puisqu'on doit s'excuser, c'est quelque chose qu'on appelle, c'est mangeable, mais ça a encore besoin d'être amélioré, on va dire, d'être mijoté et d'être amélioré. Alors, dans tous les cas, tout le monde est d'accord de dire que quelque chose qui est mangeable avant Shabbat, ça ne rentre plus dans le din de bishul. Et on dira en bishul ahar bishul. Ça veut dire que si je prends ce morceau de viande, par exemple, sec, qui est froid, je sors du frigidaire, j'aurai le droit, Shabbat, de le poser quelque part qui est chaud et que je vais expliquer. Par contre, bedavar lah, dans quelque chose qui est liquide, une soupe qui est complètement liquide, ou une sauce, ou n'importe quoi, on dira bedavar lah yesh bishul ahar bishul. Et tout le monde est d'accord là-dessus que sur quelque chose de liquide, même si c'est complètement cuit, entièrement cuit et consommable, et qu'on le prend froid, on n'a pas le droit de le poser Shabbat sur une plata ou sur un blair, comme on a expliqué. Pourquoi? Parce qu'on dit dans Davar Lah, Yesh Bishul Ahar Bishul. C'est-à-dire, c'est comme si ça va recommencer à cuire à zéro. Et donc, automatiquement, on est en train de faire Bishul Shabbat. La grande question était, donc ça c'est clair, Davar, Gouche, quelque chose qui est solide, et un Bishul Ahar Bishul, tout le monde est d'accord là-dessus. On va voir qu'il y a des mahmirim qui ne poseront pas directement sur une plata afil ou davar yavesh. Je vais revenir là-dessus. Mais on verra que, en tout cas, d'après Maran, d'après le Shulchan Aruch, c'est clair que davar gouche un bishul ahar bishul. Et on peut poser directement sur la plata. La question a été soulevée et je l'ai mentionné Motsai Shabbat, mais je pense que ce n'était pas très clair pour tout le monde, donc je vais le reprendre. C'est que lorsque nous avons un mets qui est mélangé, c'est sec, on a par exemple de la viande dans une casserole, dans un contenant, mais il y a aussi de la sauce. Et la question est-ce qu'on va d'après les quantités? On va voir. Est-ce que le fait qu'il y a du mélange de yavesh et lah, alors on va séparer les choses.
On va dire davar yavesh, c'est yavesh. Et bishul lahar bishul. Mais le lah qui est là-dedans, mais le liquide qui est là-dedans, puisqu'il est liquide, donc ça rentre dans l'interdiction de yesh bishul, lahar bishul, dans davar lah. D'après le Mhaber, d'après Rabbi Yosef Karo, dans Shulchan Aruch, dans Siman Shin Yud Het, et comme ça comprend la Mishnah Berurah, comme ça a compris le Or Letion, le Rav Ben Zion Abba Shaul, comme ça comprend le Igrot Moshe, comme ça comprend le Rav Eliashiv, et c'est comme ça que la majorité des poskim expliquent le Mhaber qu'à partir du moment où il y a un mélange et qu'il y a gouche velah, qu'il y a du sec, du solide qui est mélangé avec de la sauce, ça rentre dans l'interdiction de yesh bishul, had bishul à cause de la sauce. Le Rav Ovadia Yosef, dans ses tshuvot, dans Yehaveh Da'at, lui, il le comprend différemment, il explique différemment. Et il dit, lui, il va sur une autre, c'est-à-dire sur une autre logique, où il dit que on va d'après le Rov, on va d'après la majorité. Si la majorité, c'est davar yavesh, et qu'il y a de la sauce, mais qu'elle est minoritaire, la sauce ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est le davar yavesh, c'est le davar gouche, c'est-à-dire ce grand morceau de viande qui m'intéresse, ce morceau de poulet, ce morceau de poisson, c'est ça ce qui m'intéresse. Maintenant, qu'il y ait de la sauce avec, et que la sauce soit un mi-haute, ça ne me dérange pas, ce n'est pas la sauce que j'ai besoin. J'ai besoin du morceau de viande ou du morceau de poulet. Ah, il y a de la sauce avec, ce n'est pas le rov, ce n'est pas la majorité. Et puisque ce n'est pas la majorité, et que mon intention n'est pas d'obtenir de la sauce, ça va se faire automatiquement. Mais ce n'est pas mon intention. La sauce ne m'intéresse pas ici. Automatiquement, lui, il est possède qu'il n'y a pas de problème, puisque la majorité, c'est d'avoir gouche, la majorité, c'est ce qu'on appelle quelque chose de solide, donc il n'y aura pas de problème, même s'il y a une minorité de sauce. Mais il termine quand même, et il dit « Ve'a mahmir, tavo alav beracha ». Mais celui qui veut être mahmir, celui qui veut être plus strict, c'est tant mieux, tavo alav beracha. Une fois, je discutais avec quelqu'un, et il y avait un cas comme ça, c'était dans un autre contexte complètement, et un des poskim dit « Ve'a mahmir tavo alav beracha ». Et la personne m'a dit, il m'a posé la question, elle m'a dit « Est-ce que je suis obligé d'être mahmir? Pourquoi je dois être mahmir? Si de toute façon c'est permis, c'est permis. » J'ai dit « Mais lorsque le Mechaber lui-même, ou lorsque le Rav Ovadia Yosef lui-même, ou lorsque de grands rabbanim eux-mêmes nous disent « Ve'a mahmir » c'est-à-dire que si on est un peu plus strict, on reçoit une beracha de qui? La beracha du Rav Ovadia Yosef. On reçoit la beracha du Pri Hadash, la beracha de tel ou la beracha de tel. Est-ce qu'on ne veut pas leur beracha? Ça ne vaut pas la peine d'être un peu plus strict des fois et de recevoir et d'avoir leur beracha? Ou la beracha du Mhaber, le Mhaber lui-même qui nous dit on veut tous ces berachot-là. Donc c'est sûr que quand c'est possible et qu'il n'y a pas vraiment des contraintes, alors le Rav Ovadia Yosef lui-même, il dit que lorsque il y a davar gouche, c'est-à-dire du solide, et qu'il y a même une minorité qui est de la sauce, c'est préférable d'éviter de le poser de le réchauffer sur une plata. C'est préférable d'éviter. Maintenant, celui qui ne veut pas éviter et qui a besoin de le faire, il a sur qui se baser. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il a été posé comme ça, il y a sur qui s'appuyer. Ah, le Or Letzion, qui est Rabbi Ben Zion Abba Shaul, dans Helek Bet, dans Or Letzion, lui, il n'est pas d'accord du tout. Lui, il dit qu'à partir du moment où il y a de la sauce, c'est interdit de réchauffer. C'est comme ça qu'il les possède. Le Mishnah Berurah, comme j'ai expliqué, c'est comme ça qu'il comprend le Mechaber et qu'il explique le Mechaber. C'est comme ça que ça a l'air. Bon, alors comme on dit, Yeshpanim Lepkan, Yeshpanim Lekan. Alors, si vous me posez la question, bon, alors c'est bien, vous m'avez donné on donne plusieurs options. Alors, qui va décider? Qui doit décider? Alors, comme on vient d'expliquer que, bien sûr, celui qui a des raisons
de le faire, il a sur qui ça. Je parle pour les Sfaradim. Pour l'instant, je n'ai pas encore touché du tout l'opinion des Ashkenazim. Je parle uniquement pour les Séfaradim. Donc, pour les Sfaradim, celui qui a des contraintes et celui qui a besoin de le faire, il y a sur qui s'appuyer, il y a sur qui se baser. On va même plus loin que ça, que si, par exemple, moi, je suis mahmir. Personnellement, je suis mahmir. Mais je suis invité chez quelqu'un Shabbat qui n'est pas mahmir. Est-ce que j'ai le droit de consommer? Est-ce que j'ai le droit de manger? Oui, j'ai le droit de manger. Je n'ai pas besoin d'aller et fouiller dans sa cuisine si je lui fais confiance en général, bien sûr. Si je fais confiance dans la cache-route, je fais confiance dans Shabbat, etc. Et la seule chose, c'est que je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est mahmir comme le Rav, comme ce qui nous dit le Rav Ovadia d'être un mahmir sabelacha, ou alors carrément, il tient comme le Or Letzion qui dit que c'est interdit. Moi, personnellement, je suis mahmir. Mais j'ai accepté une invitation. Le fait que j'accepte une invitation, je prends une responsabilité, je fais confiance. Bien sûr, je ne peux pas accepter les invitations de n'importe qui, de n'importe où, et aller manger les yeux fermés. Et il faut avant, c'est rapporté clairement, Shomer piv ul shono, Shomer mitzarot nafsho. C'est un passouk dans le Michelet. Shlomo HaMelech nous dit, celui qui fait attention, qui met un frein devant sa bouche et sa langue, c'est-à-dire on parle de lashon hara, qui fait attention de ce qu'il va parler, de ce qu'il dit, automatiquement, il se préserve de beaucoup de problèmes. Il ne s'attire pas des problèmes, il s'évite des problèmes. Mais on explique aussi, Shomer pivul shono, Shomer mitzarot nafsho. Celui qui met une shmira, qui met devant sa bouche. Qu'est-ce qui va rentrer dans sa bouche? Pas seulement ce qui sort de la bouche, qui est la parole, mais ce qui rentre dans la bouche. Qu'est-ce qui rentre dans la bouche? La nourriture. Alors, Shomer pivul shono, Shomer mitzarot nafsho. Donc, chacun devra faire attention. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsque je vais manger quelque part et que j'ai accepté une invitation, et je sais que les personnes, je répète encore, les personnes sont cachères, il y a Shmirat Shabbat comme il faut, tout se passe qu'adin veka halacha, mais je ne suis pas sûr s'il est mahmir comme le Or Letzion ou alors il se base sur Avadia Yosef. Alors c'est écrit clairement qu'on n'est pas obligé d'aller chercher dans les marmites des gens et de commencer à demander est-ce que tu es mahmir ou tu es mekil ou comme qui tu fais, comme qui tu ne fais pas. Moi, je dis très bien, ce genre de personnes, vous restez à la maison. Restez à la maison. Je vais partager avec vous quelque chose qui m'a marqué. Peut-être que je l'ai raconté une fois dans un shiur. Sinon, pour moi, personnellement, ça me donne du hizouk et du moussar à moi-même. Alors, chaque fois que je le répète, ça me renforce à moi encore un peu plus. Il y a plusieurs années, on a donné une ashgaha pour un hôtel à Pessah. Et c'était vraiment la mehadrine, mina mehadrine. C'est-à-dire, on a fait selon tous les avis. Et il y avait des gens d'un peu de partout qui sont venus. Et un petit peu avant, moi j'étais responsable. C'est sûr qu'on a mis des mashgihim, on était plusieurs rabbanim, mais moi j'avais la responsabilité. Je n'étais pas là présent sur place, j'étais avant, j'ai passé toute la nuit entière avec tous les mashgihim et deux autres rabbanim pour cachériser tout l'hôtel, en tout cas. Mais après ça, je n'étais pas là, moi je n'étais pas à l'hôtel, c'est sûr. 2-3 jours, peut-être avant, des gens qui avaient réservé l'hôtel m'ont harcelé avec des questions. Des téléphones sans arrêt, dans Toronto, des gens du Mexique, des gens de là, etc. Vraiment du harcèlement. Est-ce que c'est selon tel chita? Est-ce que selon comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que comme ça? À la fin, j'ai dit, des gens comme vous restent à la maison à Pessah. Des gens comme vous ne vont pas dans un hôtel. C'est tout. Maintenant, si vous avez décidé et ça vous arrange, vous venez, vous êtes son prime sur l'ashgaha et ça s'arrête là. Autrement, restez à la maison. Ce n'est pas pour vous, les hôtels. Ce n'est pas pour vous. Je vous assure qu'ils ont arrêté de me poser des questions. Ils sont venus quand même. Une autre chose que je complète, ça c'était le plus intéressant de l'histoire. Ce n'était pas ça l'intéressant de l'histoire. Il y avait quelque chose de mieux. Alors je peux vous dire que les 2 jours de Pessah,
J'étais nerveux, mais je savais qu'on avait des bons mashgihin et que vraiment tout était à la tzada yodertov. Mais j'ai dit, Hola Moed, premier jour de Hola Moed, on va aller faire un tour. Ah bon, on a profité de prendre les enfants. On a été voir ce qui se passait là-bas. Et puis bon, dès que j'arrive, je vois quelqu'un vraiment de Hachouv qui marchait avec une gemara à la main, un chapeau noir. Et puis il vient vers moi, il me dit, ah, Kvod Arav, j'ai entendu que c'est vous le Rav à marcher. Je dis, on est une équipe, je ne suis pas le seul, mais je suis un des responsables. Alors avec un ton très, très spécial, que je n'arrive pas à imiter, il me dit, est-ce qu'on peut manger ici? Est-ce qu'on peut manger? Alors j'ai dit, je m'excuse, tu viens d'arriver aujourd'hui? C'est aujourd'hui que tu viens d'arriver? Non, non, je suis là depuis RF Pessah. Et alors de RF Pessah jusqu'à maintenant, tu as fait Ta'anit? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Tu as fait Ta'anit? Non, non, mais... J'ai dit alors, continue à manger comme tu as mangé jusqu'à maintenant et ne tourne pas la tête. Ce qui veut dire, tout ça pour revenir que lorsqu'on est sommaire sur quelqu'un, on n'est pas obligé d'aller soulever les couverts de marmite pour savoir s'il est mahmir comme tel chita ou tel chita. Et si nous, on est mahmir, on reste à la maison. On n'embête personne. On n'impose rien à personne. Mais si je suis invité, chez des gens en qui je fais confiance, alors dans ce cas-là, je ne suis pas obligé d'aller chercher est-ce qu'il fait comme le Or de Tzion, ou est-ce qu'il fait comme le Yalkut Yosef, ou est-ce qu'il fait comme le Yahaveda, comment il fait? Il fait comme il fait, j'ai accepté l'invitation, je rentre et je suis sommaire al Ba'al Habayit. Si je ne suis pas sommaire, je reste chez moi, tout simplement. Je ne vais embêter personne. Donc, je voulais marquer sur ce point et surtout expliquer ce din-là de qu'est-ce qu'on appelle Rov Gush, Rov Yavesh, Vemeot Rotev. Alors, c'est très difficile quand on parle de Rov. Le Rov, ça veut dire une majorité. Il y a une notion dans le Talmud, il y a deux genres de majorité. Quand on parle de majorité, c'est 50 et un peu plus. Ça, c'est le Rov. Maintenant, ce 50 et un peu plus, c'est jusqu'à combien? Est-ce que c'est 50 et Machéhou et n'importe quoi? Est-ce que c'est Rov Anir Ala Ayin? C'est un Rov qui est visible à l'œil nu. Quand on parle de Rov, c'est quoi? Alors, ça va dépendre, bien sûr, de quoi est-ce qu'on parle. Donc, d'après ce qu'on comprend, quand on dit Davar, Cherubo Yavesh et Mi'ut Rotev, on ne parle pas ici d'un Rov qui est 51% et 49%. Parce que déjà, les termes qui sont utilisés, on parle de Rov et Mi'ut. Donc, dès qu'on parle de Rov et Mi'ut, c'est-à-dire que c'est un Rov massif qui est grand et le Mi'ut, il est peu. Le mot Mi'ut, c'est Me'at, c'est peu. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on appelle le Mi'ut, qu'est-ce qu'on appelle le Rov? Normalement, dans la halakha, un Rov, c'est 50 et Machéou. Bon, là-dessus, il y a Mahlok et Taposkim dans Siman Resh Nuntet. On peut le trouver dans Shulchan Aruch Harav, d'Admor Hazaken, qui était hier Saïloula d'ailleurs, où lui, il considère que une nourriture qui est Rov, gauche, qui est solide, la majorité est solide et qui a une minorité de liquide, c'est considéré comme d'avar yavesh et c'est interdit de le poser sur une plata. C'est clair. Lui, il est posé comme ça. Et il y a d'autres poskim qui disent comme ça dans Poské Doreno, dans les grottes Moshe également du Rav Moshe Feinstein, il est posé comme ça. Le Rav Auerbach aussi, il était posé comme ça. Il y a beaucoup qui sont poskim comme ça. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Ovadia Yosef, lui, il a dit, lui, il avait sa chita, de dire qu'on va d'après le Rov, mais quand même, il termine, il dit, et il est Messayem, il termine. Ça, c'est dans Yabi Amer, dans Hayektet, il rapporte comme ça, dans Hazon Ovadia également.
Dans Shabbat, il dit clairement, et je répète ces mots, Ve'a mahmir tavo alav beracha. Bien. Je pense qu'on a clarifié ce din-là. Maintenant, je voudrais reprendre l'idée de pourquoi est-ce qu'on a besoin le Shabbat d'utiliser soit une plata, soit à l'époque, ce qui était plus courant, c'était de poser une plaque en tôle sur les feux. Avant, les gens avaient des feux soit électriques, soit carrément des flammes à gaz. C'était ce qui était le plus courant. Et donc, Shabbat, c'est clair que pour pouvoir laisser une nourriture avant Shabbat, pour qu'elle garde, qu'elle garde la chaleur, en aucun cas, on n'a pas le droit de laisser sur un esh megoulé, sur un feu qui est découvert. Qu'est-ce qu'on appelle un feu découvert? Un feu à gaz, un feu électrique. Maintenant, quelqu'un va poser la question, les plaques en céramique. Les plaques en céramique, on ne voit pas, on voit, mais il y a une plaque. Alors, est-ce que ces plaques en céramique peuvent être considérées comme une plata Shabbat? Alors, toute l'idée de la plata Shabbat ou de cacher le feu, c'est pour s'assurer de couvrir la notion que ce soit mehzeh kim vachel. Qu'est-ce que c'est mehzeh kim vachel? Mehzeh kim vachel, c'est de faire un acte qui montre que ça a l'air qu'on est en train de cuire pendant Shabbat. Et de faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire en semaine. Comment est-ce qu'on fait cuire en semaine? Est-ce qu'en semaine, on prend une plata pour faire cuire? Ce n'est pas le Derer Ben Adam, bien qu'il y a des poskim qui disent que oui. Il y a des poskim qui disent que même une plata a le din de Mehzeh kim vachel. Et d'après, on ne peut rien poser pendant Shabbat. On peut poser avant Shabbat, mais poser directement pendant Shabbat, on ne peut pas. Afilou davar yavesh, même quelque chose qui est sec complètement, eux, ils considèrent que ça s'appelle Mehzeh kim vachel. Donc, c'est clair que les plaques en céramique, puisqu'on a l'habitude de cuire là-dessus toute la semaine, c'est carrément Mehzeh kim vachel. Donc, il faut absolument les couvrir. Maintenant, techniquement, comment pouvoir le faire, etc., c'est impossible. Apparemment, on risque de briser la glace, etc. Donc, ce n'est pas possible. Mais ceux qui avaient des feux avant à gaz ou des choses comme ça, c'était clair qu'il fallait le couvrir. Autre chose, la plata elle-même n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire cuire dessus. On ne prend pas une plata en semaine pour faire cuire. C'est impossible, on ne le fait pas. Donc, pour beaucoup de poskim, la plata de Shabbat ne s'appelle pas Mehzeh kim vachel du tout. Et c'est la raison pour laquelle, dans les conditions, comme on a dit, on aura le droit de sortir même quelque chose de froid et de poser directement. Alors, je reprends, que ce soit davar yavesh, pour les Sfaradim, lorsque c'est sec complètement, et ce sera les poules et alma d'après tous les poskim Sfaradim, à part le Rav Ovadia, comment est-ce qu'il a compris, lui, dans le Mhaber, que davar yavesh, tout le monde est d'accord, qu'on peut sortir du frigidaire et poser directement. Davar, sherubo yavesh, vemeut, rotev, la majorité c'est sec, et une minorité c'est du rotev, il y a de la sauce. La sauce ne m'intéresse pas ici. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le davar gouche. Et c'est la raison pour laquelle, d'après le Rav Ovadia, il n'y aura pas de problème de prendre ça du frigidaire et de poser sur la plata directement. Les autres, comme j'ai expliqué, je répète encore, comme le Rav Ben Tzana Bashaoul, comme Rabbi Shalom Essas aussi, dans Tevot Shemesh, dans Helek Orachaim, là-bas, dans Ilchot Shabbat, lui aussi, il dit, comme le Or Letzion, il dit que s'il y a un peu de sauce, on n'a pas le droit de poser sur la plata du tout. Lui n'apprend pas comme le Rav Ovadia. Apparemment, il n'y a que le Rav Ovadia lui seul qui tient comme ça, et c'est, comme on dit, il a gadol sur qui on peut se baser. Celui qui va être mahmir, comme on a dit, il y a vraiment beaucoup de poskim sfaradim, je ne touche pas les ashkenazim, qui interdisent et qui disent que ça doit être uniquement yavesh. Alors, vous allez me dire, bon, c'est beau tout ce que vous nous avez dit, maintenant on veut halakha les ma'aseh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On veut toujours savoir, et ta ma'aseh, asher ya'asun. Ça veut dire, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait en fin de compte. Mon humble avis est qu'il est préférable d'être mahmir.
que lorsqu'il y a davar chez Rubo Yavesh, Filou Mi'ut Rotev, si on peut être mahmir et éviter de le mettre sur une plata, c'est préférable pour le réchauffer. Maintenant, si on ne peut pas, il y a des contraintes et qu'on ne peut pas vraiment et qu'on a besoin, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a sur qui se baser. On ira comme le psak du Rav Ovadia Yosef. On ne pourra pas dire à quelqu'un qui a fait ça qu'il est hasve shalom ouvert sur un issour. Il n'est pas ouvert sur un issour, il y a sur qui se baser. Bien, je pense qu'avec ça, on a clarifié. Maintenant, il y a une autre dîne. Je pense que quelqu'un... Vous avez des questions? Oui. Instant soup with dry noodles on Shabbat with a klisheni, are we allowed to do it? And oatmeal. To put oatmeal with water, that's one of the questions. Bien. Alors, je vais terminer. One more thing with the boulette and the sauce. If we separate the boulette from the sauce, are we doing borer on Shabbat? So that's a good question also. Très bien. OK, alors puisqu'on est dans la sauce, on va rester dans la sauce. Bien. Alors, il y a une question qui a été posée. Est-ce que si on a des boulettes qui baignent dans la sauce, elles sont froides, est-ce que j'ai le droit de prendre les boulettes toutes seules, pas la jeter, laisser la sauce, c'est-à-dire séparer? Alors, la she'ela qui se pose, la question est, est-ce que ça rentre dans Issur Borer? Qu'est-ce que c'est Borer? Shabbat, je n'ai pas le droit de faire un tri et de faire un tri entre quelque chose que je veux maintenant et quelque chose que je ne veux pas. Et ça s'appelle trier. Alors, si par exemple, merci. Alors, si par exemple, j'ai un contenant avec des boulettes et de la sauce, mais pas un peu de sauce, elle baigne dans la sauce. Alors, il n'y aura pas de problème de prendre une fourchette ou même une cuillère et sortir une par une et les transvaser dans un autre contenant qui sera sec et les poser sur la plata. Pourquoi ça ne s'appelle pas borer? Parce que d'abord, la sauce, ce n'est pas pissolette. La sauce n'est pas de la poubelle, n'est pas quelque chose que je ne veux pas manger. Peut-être que tout de suite, je ne veux pas. Et également, c'est ce qu'on appelle les altars. Ça veut dire c'est derech achila les altars. Que j'ai le droit de faire borer si je mange, si c'est derech achila. C'est ça la manière de manger comme ça. Puisque c'est ça la manière de manger, eh bien, ça ne s'appelle pas borer. Donc, automatiquement, il n'y aura pas le droit. Il n'y aura pas de problème de prendre les boulettes, les transvaser, elles toutes seules, les prendre directement, une par une ou deux par deux, peu importe, avec une cuillère. Faites très attention de ne pas prendre une cuillère trouée. Une louche. Des fois, il y a des louches qui sont trouées. Là, c'est un problème. Là, vraiment, on montre qu'on sépare comme il faut et qu'on trie. Alors, on prendra avec une cuillère. Ça sera, moi, je dis le mieux, prendre avec une fourchette, si on peut. Et comme ça, on est assuré et il n'y a pas du tout de problème de borer parce qu'on va l'utiliser tout de suite. Et ça s'appelle derech achila le altar. Ce n'est pas un problème. Comment? Alors, très bien. Alors, puisque les boulettes, quand même, elles sont pas sèches complètement, elles sont un peu imbibées avec de la sauce. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est comme, et tout le monde est d'accord là-dessus, si par exemple, on a un morceau de viande ou un morceau de poulet ou de poisson froid avec de la gelée dessus, avec du gras, on voit dessus un peu de gras, il y a, d'après tous les avis, Sfaradim, il n'y aura aucun problème de prendre ça et de le mettre sur la plata. Ça va chauffer, ça va dégeler, ça va fondre un tout petit peu, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas ça ce qu'on veut, c'est un petit peu de toute façon. Ça ne rentre même plus dans la catégorie de rov et de mi'out, du tout. C'est comme inexistant. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas du tout de problème. Alors, puisque j'ai mentionné la chita du Admour Azaken et de plusieurs de poskim ashkenazim, eux, ils considèrent que afilu davar yavesh, même quelque chose de sec, on ne peut pas le poser directement sur une plata. Pourquoi? Parce que la plata, eux, ils considèrent que c'est mehzekim vachel. C'est considéré comme bichoul. Et puisque c'est considéré comme la manière de faire bichoul,
on ne pourra pas mettre directement, il faudra qu'il y ait un hefsek. Il faudra faire une interruption. Et le seul moyen, comment faire cette interruption, c'est, moi, ce que je conseille aux gens qui suivent ces opinions, c'est de prendre, par exemple, un moule en aluminium, de le mettre à l'envers, d'accord, de le mettre dans l'autre sens. Automatiquement, il y aura un hefsek entre la plata, il y aura une interruption entre la plata, il y aura même il y aura de la place. Et automatiquement, on peut poser là-dessus et il n'y aura pas de problème. Davar yavesh. Davar yavesh. Mais quelque chose qui a de la sauce, on n'aura pas, d'après les Ashkenazim, on n'aura pas le droit, même sur Kdera al-Gabé Kdera. Ça doit être uniquement Davar yavesh. Uniquement. Non, ça, c'est rien. C'est un petit peu, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est rapporté clairement. Même le Shulchan Aruch Harav rapporte que lorsqu'il y a un peu de gelée comme ça dessus, ce n'est pas un problème. Bien. Une autre question? Yeah, if I have a Shabbat mode oven and I have a dafina and the Friday night food, and I take out the Friday night food, so I open up the oven, it gets cold, can I close it and the duff stays in until the next morning? Yeah. Yeah, I think that's the question here. And about the pasta, the soup. But I have one more, I have to see. One second. Je n'ai pas compris. Oui. Ah, on a parlé de ça, Motsai Shabbat. On a parlé de ça, Motsai Shabbat. Je vais juste répondre à cette question. Pardon, je vais reprendre la question. About the oatmeal with the pasta, and also about if we open up the Shabbat mode oven, and there's dafina and there's Friday night food, we got only the Friday night food. That's the Shabbat mode. Ok. Motsai Shabbat également, j'ai expliqué les fours qu'on trouve aujourd'hui avec une Ashgaha, du Starkey ou quoi que ce soit qui s'appelle le mode Shabbat, Shabbos mode, le mode de Shabbat. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce mode Shabbat. Et je précise, je ne parle pas pour Yom Tov. Yom Tov, c'est une halakha complètement différente parce que Yom Tov, c'est permis de cuisiner, de faire cuire avec un feu sur un feu déjà allumé ou un four déjà en marche. Donc, on va laisser Yom Tov de côté complètement, on ne va parler que de Shabbat. Il y a la même she'ela qui se pose sur le frigidaire, se pose sur le four. Et je ne vais pas parler maintenant d'un four qui a mode Shabbat. Un four régulier. Comment marche un four régulier et comment marche un frigidaire? Un frigidaire marche avec un thermostat et un four marche avec un thermostat. Ça veut dire que si je mets mon thermostat, je mets mon degré par exemple du frigidaire, je veux avoir 2 degrés. Alors le moteur fait marcher sans arrêt pour envoyer du froid. Et dès que j'ai atteint 2 degrés, le moteur s'arrête. Le frigidaire est conçu de manière à conserver le plus possible le froid. Mais à un certain moment, si ça ne donne pas, si le moteur ne donne pas du froid, donc la température va monter. Dès que la température va monter, ça va être un peu plus chaud à l'intérieur, automatiquement, ça va envoyer un signal au thermostat qui va remettre en marche le frigidaire. C'est la raison pour laquelle beaucoup, et la plupart, sont mahmirim, que lorsque un frigidaire, vous l'entendez, bon, aujourd'hui, ils sont de plus en plus silencieux, mais on essaye d'entendre. Avant, on avait des trains dans les maisons. Et donc, lorsque vous entendez le frigidaire en marche, Shabbat, il n'y a pas de problème de l'ouvrir, parce qu'il est de toute façon en marche, et donc vous n'allez rien ajouter.
à condition bien sûr que la lumière ne s'allume pas. Vous êtes organisé à l'avance que la lumière ne s'allume pas. Donc, en ouvrant le frigidaire, il n'y a pas de problème, parce que vous n'avez rien ajouté, il est de toute façon en marche. Le problème va être, est-ce que lorsque le frigidaire n'est pas en marche, est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir? Et si je l'ouvre, qu'est-ce que ça va causer? Le fait de l'ouvrir, on va dire que, par exemple, il doit se mettre en marche dans 4 minutes. Parce que 4 minutes, le frigidaire est capable de garder ce froid. Mais moi, j'ai ouvert. Et le fait d'ouvrir, j'ai fait rentrer un souffle de chaleur à l'intérieur. Automatiquement, ça va déclencher le thermostat qui va ordonner au moteur de se mettre en marche. Ça veut dire qu'indirectement, en ouvrant, j'ai activé le moteur du frigidaire. D'accord? La plupart des poskim vous diront que, bien que ce n'est pas mon intention n'est pas de mettre le frigidaire en marche. Mon intention, c'est de prendre ce que j'ai besoin à l'intérieur. Maintenant, qu'il se mette en marche, qu'il se mette en marche, ce n'est pas mon problème. Malgré ça, ils disent qu'il faut d'entendre que le frigidaire soit en marche pour l'ouvrir. Il y a un livre, il y a un sefer qui s'appelle Shmirat Shabbat Kehilchata, qui se base la plupart du temps sur les psakim du Rav Shlomo Zalman Auerbach, un des grands poskim à Yerushalayim. Et lui, il dit qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, que le frigidaire soit en marche, qu'il ne soit pas en marche, on a le droit de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que mon intention n'est pas de le mettre en marche. Mon intention, c'est de l'ouvrir. Indirectement, j'ai fait rentrer un vent de chaleur à l'intérieur, ce n'est pas mon intention. Donc, puisque ce n'est pas dans mon intention, et que c'est une gramma, c'est quoi une gramma? Je n'ai pas fait directement, j'ai causé indirectement, donc il n'y a pas de problème d'ouvrir un frigidaire Shabbat, qu'il soit en marche ou pas en marche, à condition bien sûr que la lumière ne s'allume pas. Je répète, la plupart des poskim contemporains ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, il faut être mahmir et on doit attendre que le frigidaire soit en marche pour l'ouvrir. Maintenant, la question va être si on est mal pris. Nous, on est mahmir. On ne touche pas le frigidaire tant qu'il n'est pas en marche. Vous arrivez à la maison, c'est le temps de faire Seudat Shabbat. Le vin est à l'intérieur, coincé dans le frigidaire. Il n'y a pas moyen qu'il se mette en marche. Et on attend. On attend. Il y a des choses à l'intérieur. Il y a Seudat Shabbat, il y a Onek Shabbat. Et tout d'un coup, comme j'ai expliqué, Mosaï Shabbat, l'atmosphère du Shabbat à la maison est très importante et que les vapeurs ne montent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si la famille n'a pas de problème, et le Baal Habayit, et tout le monde est calme, il dit, vous savez quoi, on va attendre, venez, on va étudier quelque chose sur Parashat HaShavua, on va chanter, venez, qu'il n'y a pas de tension, en ba'ya. Mais si ça va créer de la tension, et que tout d'un coup, on veut se mettre à table, et qu'on a des invités, et que la Ba'alat Habayit, elle rentre dans le lahatz parce qu'elle veut servir, etc. Alors, il y a qui diront que s'il y a un katan, un enfant qui n'a pas encore atteint bar mitzvah et qui n'a pas encore gil hinour, on va lui demander d'ouvrir le frigidaire. Et s'il n'y a pas de katan, et pour éviter des problèmes, il n'y a pas de problème de se baser sur le psal du Rav de Shmirat Shabbat Kehilchata et d'ouvrir le frigidaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre intention. Alors, c'est sûr qu'a priori, on doit être mahmé, a priori, on doit être hacham enav berosho, on doit prévoir à l'avance, dès qu'il est en marge de sortir tout ce qu'on a besoin de sortir, etc. Si on ne l'a pas fait et qu'on est mal pris, il y a sur qui se baser. Ça, c'est le principe. Le même principe existe pour le four. Pour le four, c'est pareil. Un four qui n'est pas mode Shabbat. Vous avez mis votre four à 200 degrés. Vous l'avez programmé à 200 degrés, mais il n'a pas de mode Shabbat. Ça veut dire que vous allez voir que tant que le four n'a pas atteint 200 degrés, les éléments sont rouges. Le four est en marche.
Dès que ça atteint 200 degrés, ça va s'arrêter. Vous allez voir que les éléments vont s'éteindre. La chaleur va rester le temps qu'elle va rester. Dès que ça va commencer à perdre de chaleur, ça va envoyer un signal et automatiquement le four va se remettre en marche. Donc, ça va être le même principe. Si j'ai mis de la nourriture à chauffer, j'ai laissé de la nourriture à l'intérieur de mon four qui n'est pas mode Shabbat, je précise bien. Pour pouvoir ouvrir ce four et sortir de la nourriture que j'ai besoin, par exemple, pour vendredi soir, je dois attendre qu'il soit en marche. Et lorsqu'il est en marche, soit on voit les éléments, soit sur certains fours anciens, il y a une petite lumière qui vous montre qu'il est en marche. Et dans ce cas-là, je pourrais l'ouvrir. Avec le même principe que le frigidaire, lorsque le four n'est pas en marche, que c'est éteint, je ne pourrais pas l'ouvrir. Parce que dès que je l'ouvre, une vague de froid va rentrer dedans et ça va déclencher et ça va remettre le four en marche. Donc, dans le cas où on a un four qui n'est pas en mode Shabbat, c'est permis d'ouvrir pendant qu'il est en marche et de sortir ce qu'on a besoin, mais on n'a rien le droit de mettre pendant Shabbat. On n'a rien le droit de mettre à l'intérieur, que ce soit Yavesh, que ce soit gauche, que ce soit Nozel, absolument rien. On ne peut absolument rien mettre pendant le Shabbat à l'intérieur d'un four parce que ça s'appelle Mehzekim Vachel. Ça, c'est dans le cas où on a. Alors, on prend ce qu'on a besoin, on laisse le reste. D'accord? Pour le lendemain. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas comme un dîne de plata qui est de Hazara avec des conditions. Le four, ce n'est pas possible. Maintenant, le mode Shabbat. Qu'est-ce que le mode Shabbat nous fait gagner? La vérité, il ne fait pas gagner grand-chose. Pas gagner grand-chose. Il fait gagner que j'ouvre ou que je ferme, rien ne va se passer. Le thermostat il est programmé pour que toutes les 10 minutes, il se mette en marche pour quelques minutes. Alors que j'ouvre, que je ferme ou quoi que ce soit, ça ne va absolument rien changer. Et le thermostat va être toujours au même moment, il va se mettre en marche au même moment, il va s'arrêter au même moment. Dans ce cas-là, je peux ouvrir et fermer sans problème et sans m'inquiéter, est-ce que le four est en marche ou il n'est pas en marche. C'est tout ce que je gagne avec mode Shabbat. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on a un mode Shabbat qu'on a le droit de mettre la nourriture à l'intérieur pour la chauffer. C'est exactement pareil qu'un four normal. Le seul avantage qu'on a, c'est de pouvoir ouvrir et fermer sans s'inquiéter. C'est tout, pas plus que ça. Mais tout le reste des halachot reste en vigueur, que je n'ai rien le droit de mettre pendant Shabbat à l'intérieur. Absolument rien. Même pas des chalotes qui sont sèches complètement, absolument rien. Absolument. Et il n'y a pas de problème. Au-dessus, sur votre plaque céramique qui prend un peu de chaleur comme ça, il n'y a aucun problème. Vous voulez poser une chala dessus, il n'y a pas de problème. Pour chauffer, ce n'est pas un problème. C'est comme Kedera, Al-Gabe Kedera, Al-Gabe Kedera, ce n'est pas un problème. On profite un peu de chaleur qui monte, pas plus que ça. Et ça, ce n'est pas un problème. Donc, que ce soit bien clair, le mode Shabbat, ce n'est pas pour nous autoriser de mettre des choses à l'intérieur pendant Shabbat. Oui, sans s'inquiéter, est-ce qu'il est en marche ou il n'est pas en marche. Voilà, c'est ça ce qu'on gagne. Pardon? Alors, ça s'appelle un gramma. Et en vérité, gramma Shabbat, il n'y a pas de ISO. C'est un gramma, l'oni halé, je n'ai aucun intérêt avec ça, ce n'est pas du tout mon intérêt. Ce n'est pas vraiment un problème. Si on peut pas, on ne peut pas. Mais si on peut, c'est sûr, c'est préférable. Moi, j'ai encore 5-10 minutes, donc s'il y a d'autres questions, je vais répondre. If they are afraid that the puppet should be on a whole night and they have a timer, it goes on,
and then they put food on it on Shabbat morning. And also those that are machmir and we put a aluminum pan on top of the plata, do they have to do that before Shabbat or could they do that Shabbat morning, Très bien. put the pan on top of the plata? Ok, très bien. Alors, il n'y a aucun problème de laisser, par exemple, une plata avec une minuterie, avec un timer, avec une minuterie. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils n'ont pas besoin pour le vendredi soir, ils ont besoin pour Shabbat matin. Alors, il n'y a pas de problème. Et ça va se mettre en marche, ça va se mettre en marche, ce n'est pas un problème. Ce qui est très intéressant, c'est que certains poskim me disent que même ceux qui interdisent dans Dava, Cherubo, Yavesh, Vemeout, Rotev, qu'on n'a pas le droit de mettre sur une plata, il dit c'est permis de mettre sur une plata qui est éteinte, même si on sait qu'elle va s'allumer dans 1 heure, si elle est sur un timer. C'est ça la différence. Autre chose, la question qui a été posée pour ceux qui sont mahmirim, de ne absolument rien poser sur la plata, seulement avec un hefsek. Pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de poser cet aluminium dessus, même pendant Shabbat. Ça ne doit pas être obligatoirement posé avant Shabbat. Oui. Bon, là, on rentre complètement dans le din de Klirishon, Klisheni et Klishlishi, etc. Les soupes instantanées, elles sont déjà cuites. Elles sont déjà pré-cuites complètement. Et le fait de mélanger avec de l'eau bouillante, normalement, on a déjà dit « en bishul ahar bishul ». Mais c'est sûr que ce sera… Alors, si ce qui se rappelle du shiur de Motzei Shabbat, d'après le Mhaber, et comment est-ce que Rav Ovadia Yosef, il le comprend, il explique, quelque chose qui est déjà cuit. On va prendre du thé. Du thé, pas du thé, on va prendre du café. Tous les cafés sont cuits. Il n'existe pas de café cru. Ça existe, mais c'est inconsommable. Donc, tous les cafés sont cuits déjà, que ce soit du café soluble, que ce soit le café turc, que ce soit le café israélien. Tout ce que vous voudrez, c'est déjà cuit. Donc, pour lui, il n'y aura aucun problème de prendre un verre, mettre le café au fond, aller sous le percolateur, ouvrir le robinet directement sur le café. Pourquoi? Parce que bien que c'est klirishon, mais puisqu'on a dit que un bishul ahar bishul, c'est déjà mevouchal, il n'y a pas de problème. Il y en a qui seront plus mahmirim, même parmi les poskim asfaradim, où ils diront on préfère klisheni. Qu'est-ce que c'est un klisheni? Un klisheni qui est non mevachel. C'est quoi klisheni et non mevachel? Alors, il y a une mahloket. Un klisheni, c'est… Alors, même sur le klisheni, il y a une mahloket. Qu'est-ce qu'on appelle klisheni? D'après le Rama, lui il dit que si, par exemple, je prends un verre et le verre, il est sec complètement, mais il est froid, et je vais directement sous le robinet du percolateur. Le percolateur, c'est klirishon. J'ouvre le robinet et ça va couler directement dans ce verre. Ce verre aura encore le din de klirishon. Il aura le din de klirishon. Et là, je devrais le transvaser dans un autre. Une fois que je transvaserai dans un autre, ça s'appelle klisheni, et ce klisheni, il n'est pas mevachel. Vous comprenez? D'autres diront, non, c'est le premier verre dans lequel j'ai fait couler l'eau de klirishon, lui, il est déjà un klisheni. Pourquoi? Parce que les parois du keli, les parois du verre sont froides. Elles sont froides. Et le fait qu'elles sont froides, même l'eau du klirishon qui va rentrer dedans, ça va prendre un choc, ça va perdre sa capacité de klirishon, et donc ça deviendra un klisheni. On m'a mentionné, Rav Tzemach m'a mentionné, qu'il a vu dans le Kitsur de Bibaruch Toledano, que lui, il est mahmir pour faire le thé Shabbat, donc lish-lishi, le thé à la menthe, le thé marocain à la menthe, seulement dans lish-lishi. Pourquoi? Parce que la menthe, elle est crue complètement.
Maintenant, il y a une grande discussion entre Rabbi Shalom Messas, alav Shalom, Rabbi Yosef Messas, son cousin, le Baal Maim Hayim, il a écrit chez Tshuvot Maim Hayim, où lui, il a une certaine manière comment est-ce qu'on fait le thé, et il n'est même pas Hoshesh sur la menthe. La menthe, en général, il y a une autre shéla, qui n'a rien à voir avec Shabbat, c'est une shéla pour toute la... Ça, c'est à l'année longue. La menthe, en général, c'est quelque chose qui a des tolaïm, qui a des vers à l'intérieur, on ne les voit pas, ils sont minuscules. Alors, on a toujours su que le thé à la menthe, il faut le filtrer. On le fait filtrer avec un coton, avec quelque chose. Shabbat, on ne peut pas le filtrer. Shabbat, on ne peut pas filtrer avec du coton, ça devient borer complètement. Alors, Rabbi Yosef Messas lui dit qu'on n'a pas de problème, on n'était pas Hoshesh, c'est à peine, c'est mi'otamatsui, c'est pas un truc, il dit le fait de, la coutume était de bien rincer la menthe, et c'est tout, on n'a pas besoin de la filtrer. Rabbi Shimon n'était pas d'accord là-dessus, il avait une autre manière, et lui, bien sûr, il est mahmir pour le thé de faire dans le klisheni, ça c'est clair, uniquement dans le klisheni. Donc, je reviens pour la soupe instantanée. Les soupes instantanées, en général, elles sont toutes cuites à l'avance. Donc, si on va d'après ce qu'on a vu, la même logique du Rav Ovadia Yosef, qu'on peut prendre du café, le mettre au fond du verre, aller sous le robinet du percolateur, ouvrir directement, d'après lui, même pour faire une soupe comme ça, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bichoul. Un bichoul, un bichoul. Tout ce qui est déjà prêt dans cette soupe instantanée, c'est déjà cuit. Donc, il n'y aura pas de problème. La plupart des autres poskim ne sont pas d'accord. Ils disent non, on veut un cliché. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment cuit complètement, etc. C'est préférable de faire ça dans un cli chéni et pas un cli richem comme ça directement. Là, ça va être la même chose. La même chose. Ça va être exactement pareil. Pour le oatmeal, ça va être exactement pareil. C'est déjà pré-cuit. Donc, ça va être pareil. To take out the dafina from the crock pot and put it onto the plata, because you see that it's burning. I think you spoke about Motzei Shabbat as well. Oui, il n'y a aucun problème de prendre une dafina qui est dans un crock-pot ou même dans le four, la sortir et la poser sur une plata. Il n'y aura pas de problème. Si on prend par exemple du pain blanc, on est bon. Mais c'est clair, il n'y a pas de problème pour la plata. Donc si je le laisse là-bas, il va se griller. Oui. Très bien, alors la halakha parle de ça, clairement. La halakha dit qu'un pain, c'est d'avar yavesh, il n'y a pas de problème de le poser sur une plata. Le seul problème, c'est que si on le laisse trop longtemps, on va le transformer en toast, en pain grillé, qui est autre chose complètement. Alors il dit, lorsqu'on veut chauffer un pain, il faut s'assurer qu'on le surveille. On le laisse chauffer un petit peu. Attends, une seconde. Ça, on parle quand on fait directement sur la plata. Donc, il faut s'assurer de rester là et que ça ne devienne pas des petitines, ça ne devienne pas des crackers. Ça peut devenir comme ça et on aura complètement changé et ça, c'est Assour, Shabbat. Maintenant, ceux qui mettent sur au-dessus de la bouilloire ou n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est sûr que ça ne va pas devenir. Un petit peu. Un petit peu. Ce petit peu ne dérange pas. Ce petit peu ne dérange pas. En top. How? Yes. Ça ne toste pas, ça ne change pas complètement. Ça ne devient pas complètement sec. Yeah. And that's not a problem. Pour les Sfaradim, il n'y a pas besoin. Les Sfaradim n'ont pas besoin. La plata, elle a le din de plata, ça n'a pas le din de Merzekim Vachel, on n'a pas besoin. Voilà, je pense qu'on a couvert ce qu'on a pu couvrir. Shabbat, c'est encore très, très vaste. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire comme c'est rapporté. Juste terminer avec ce qui est dit. Le Navi dit, Imatem Beshamrim, si on fait un Shabbat tous, ou deux Shabbatot, tous Kadin Veka Halacha, Bezrat Hashem, Mashiach viendra. Alors, pour pouvoir faire Shabbat Kadin Veka Halacha, il faut connaître les Halachot, Bezrat Hashem, et on souhaite que très prochainement l'avenue de Mashiach. Beruchim Tiyu. Thank you so much.
C'est ce que vous avez mentionné au départ.